ben déjà, Shems, bonjour, Et merci. bonjour. Merci d'être venu pour participer à cette petite review de Final Fantasy VII. Bah, merci à toi de m'avoir invité, ça fait très plaisir. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui te connaissent pas sur la chaîne? Alors oui, bien sûr. Alors, du coup, moi, c'est Shems. Je tiens une chaîne YouTube sur jeux vidéo qui s'appelle The Gamers Lab, où je fais en ce moment essentiellement des let's play de jeux d'action. Et donc, ceux qui sont en cours, c'est Devil May Cry 2 et Final Fantasy VII Remake. Donc, du coup, de mon côté, tous les liens seront disponibles en description. Vous pourrez aller checker ça, vous abonner, liker, commenter. Ça fait toujours plaisir de donner la force. Donc, pour se mettre le pied à l'étrier, on va commencer déjà par les Final Fantasy que tu as abordés avant ce Final Fantasy VII Remake, par lesquels tu es passé avant d'arriver à celui-ci. Alors moi, le premier FF auquel j'ai joué, du coup, je pense comme pas mal de joueurs, mon FF préféré, bah, c'est Final Fantasy 9, que j'ai découvert quand je devais avoir 12-13 ans et qui m'avait énormément marqué. C'est le premier. Moi, à chaque fois que je dis que c'est celui que je préfère, on me dit t'es où? C'est parce que t'as pas joué au 7. Alors, je pense pas forcément que c'est le préféré de beaucoup de personnes, mais je pense que le premier FF de beaucoup de gens est leur FF préféré, parce qu'il y a une espèce d'affect particulier avec le premier Final Fantasy auquel on joue. Et moi, je sais que j'avais été fortement marqué par les différents personnages qui m'avaient beaucoup touché. Notamment le personnage de Bibi que je trouve fantastique. Alors après, j'ai enchaîné avec FF7 que à l'époque je n'avais pas fini. Après, j'ai fait FF8 que je n'avais pas fini non plus, que j'avais été bloqué vers la fin. Et j'ai commencé à les terminer à partir du 10. Donc j'ai fini le 10, j'ai fini le 12. À partir de là, je suis revenu sur les FF de PS1 et j'ai fini le 7 et le 8. Et après j'ai fait le 10, le 10-2, le 13, le 13-2 et je me suis arrêté au Lightning Returns que j'ai commencé mais que j'ai pas réussi à finir malgré ses grandes qualités. Plus encore touché, il est particulier mais il a quand même des éléments sympathiques par rapport au reste de la saga. La boucle de gameplay, puisque le 13 de souvenir, je crois que c'est une boucle temporelle et dès que tu échoues, tu recommences à zéro jusqu'à ce que tu réussisses à... Ouais, c'est ça, le Lightning Returns, il prend un petit peu les mécaniques qu'il y avait dans Majora's Mask. Donc en fait, t'as vraiment une durée limitée pour faire le jeu, parce que à la fin de ce décompte, il y a une catastrophe qui va annihiler le monde. Et si tu te foires entre guillemets dans le jeu et que tu n'arrives pas à accomplir ce qu'on te demande, tu peux effectivement te taper un gros game over et devoir tout recommencer depuis le début. Alors après, t'as également quand même des moyens d'éviter cette échéance. Donc, quand tu fais des quêtes annexes ou des quêtes principales, tu peux gagner du temps pour progresser. Alors moi, j'avais pas encore perdu, tu vois, j'étais juste coincé sur un combat de boss. Pour ceux qui ont éventuellement fait le 13-2, c'est le personnage de Kane, qui était très puissant et j'avais pas réussi à le battre et du coup j'avais arrêté. Franchement, j'avais bien aimé le système de baston. Ils avaient réussi à le porter plus ou moins à son paroxysme dans celui-ci. Le 13, j'avais accroché uniquement grâce au système de baston. Le scénario et les persos m'avaient un petit peu laissé de côté. Et du coup, le retrouver là-dedans avec une histoire qui était plus intéressante et le seul personnage vraiment stylé du jeu pratiquement à part Snow, ça faisait plaisir quoi. Je sais pas, la petite sœur de Lightning, elle était pas mal. Moi, je trouve le niveau histoire, le 13-2 est bien meilleur Le que les... 13-2, l'histoire, oui, le 13-2 en termes de scénario est bien mieux que le 13 tout court. Franchement, Mais c'était stylé. moi, le 13-2, ce qui m'avait gêné, c'est qu'au final, tu n'avais que deux personnages. Et après, tu passes ton temps à récupérer des monstres pour les monter et tout. Et c'est une mécanique que j'aime pas trop. Parce que tu passes ton temps à changer de bestiole et je sais pas, j'aime pas trop. Ouais, mais après, ça restait assez intéressant, puisque je crois que tu avais un système genre stratège, bourrin et compagnie. Et tu pouvais switcher entre les stratégies, donc ça donnait du dynamisme au gameplay. Oui, oui, tout à fait. Après, c'était bien pensé, mais c'était vraiment l'élément qui m'avait le plus, même si je l'ai fini et que je l'ai bien aimé, l'élément qui m'a le plus gêné, c'est le fait qu'on ait que deux personnages jouables vraiment. Et bon, Ouais. ils sont sympas, mais c'est pas non plus, à mon sens, les meilleurs persos de Final Non, Fantasy. c'est clair que c'est pas eux qu'on va retenir, c'est sûr. Ben, en vrai, on a quasiment le même parcours sur Final Fantasy, sauf que moi, j'ai jamais fait le 7, j'ai jamais fait le 8. Et à côté de ça, par contre, j'ai testé les Dissidia. Donc, ça n'a rien à voir, c'est des jeux de combat. Mais ouais, Ouais, Dissidia, j'avais fait sur PSP. ouais, il Bah, était désolé. grave kiffant. Parce que Celui-là, moi, il était cool, ouais. j'ai fait le 9, j'ai commencé le 10, j'ai perdu mes sauvegardes, j'ai arrêté. J'ai commencé le 10-2, Ah, j'ai pas terminé. Ben, 13, 13-2, Lightning, et le Final Fantasy 15, et actuellement le 4, enfin le 7. J'ai pas fait le 14. On va continuer sur notre lancée. Donc là, on va parler de Final Fantasy 7 en profondeur. Déjà, ne serait-ce que le synopsis, tu m'arrêtes si je me trompe. On est ah, bah, sur une bande de terroristes appelée Avalanche, qui s'attaque à une entreprise qui serait la Shinra. Et cette boîte, en fait, exploite une énergie naturelle qui s'appelle la Mako. Et Avalanche n'est pas trop d'accord avec ça, donc ils vont se taper sur chacune de leurs usines qui ont des réacteurs alimentés par la Mako et vont se mettre à faire tout exploser
Et à partir de là, tout va commencer à partir en sucette. Et c'est là qu'on va introduire notre personnage principal, Cloud, qui va leur apporter son soutien et ses connaissances, puisque c'est un ex-soldat de la Shinra, ou super soldat. Et donc c'est là, en fait, où le jeu va vraiment commencer. Donc on retrouve Cloud en tant que mercenaire, qui va aider nos protagonistes principaux à avancer dans leur quête. Et bien évidemment, ça va partir en couille, mais on va pas y rentrer tout de suite. Ce sera pour la troisième partie de la vidéo. Mais déjà, niveau début de scénario, tes premières heures de jeu, même si tu as fait la démo, quelles impressions tu as eues une fois manette en main? Alors moi j'avoue que le début du jeu m'a fait une très forte impression positive. Alors déjà j'étais assez bluffé par le rendu graphique. Bon, ceux qui ont fait la démo ont déjà un petit aperçu avec la première cinématique qui est assez époustouflante. On voit les personnages qui sont extraordinairement bien faits. Donc c'était un vrai plaisir de prendre le jeu en main. Et après en termes de scénario, j'avais été très agréablement surpris par la tournure que prenaient les choses, avec le côté donc éco-terroriste très présent, le côté très engagé qui je trouvais avait une résonance avec ce qui se passe actuellement très forte. C'était cool de voir un jeu assez actuel dans ses propos. Je me permets de te couper. Tu m'as dit que tu as joué au 7. Est-ce que le propos d'éco-terroriste ou d'éco-conscience était déjà présent dans le premier scénario? Oui, tout à fait. C'était déjà les mêmes thématiques. La seule différence, c'est que vu que la partie Midgard dans le jeu original en tout, elle dure 6 heures, alors que là, le jeu, il en fait une bonne trentaine. Tous ces passages-là sont présents, mais c'est assez rapidement expédié. Ça, c'est quelques lignes. Donc, on te le fait comprendre, mais c'est pas extrêmement prégnant. Alors que là, il y a quand même beaucoup de dialogues qui sont ça. En fait, pas tirés sur la corde, parce que je trouve qu'au final, ils en parlent pas suffisamment à passer un certain temps, mais c'est quand même plus développé au début. On te présente vraiment comme la Shinra, comme étant une entreprise qui pompe littéralement l'énergie de la planète. Ce qui te parle de la Mako comme étant la rivière de la vie, donc c'est vraiment entre guillemets le sang de la planète, qui s'extrait de façon complètement barbare pour justement alimenter une ville visuellement assez impressionnante, mais je sais pas pour toi, j'aurais pas spécialement envie d'y vivre. Non, c'est clair que ça donne pas envie. Ça donne pas envie, surtout si tu as des mecs qui font éclater des bombes toutes les 5 minutes. Clairement pas. Ça ne rajoute pas, ouais. Ouais, puisque effectivement, lorsque la démo est sortie, alors j'ai regardé ta première vidéo là-dessus, j'étais bluffé. Et à tel point que je me suis dit non, je vais pas moi-même tester la démo, je vais vraiment attendre d'avoir le jeu, tu vois. Et donc effectivement, quand tu lances le jeu, tu te dis effectivement, c'est très beau. Il y a rien en fait qui dépasse ou qui déborde. Mais pour ma part, dès les premières heures de jeu, j'ai senti un petit vide, si tu veux, dans le sens où les personnages ont une très forte présence. Ils sont caricaturaux, si tu veux, mais ce qui se passe autour, tu te dis ouais, est-ce que je vais sortir de ce couloir? Tu sais, on parlait de Final Fantasy XIII. Et un des plus gros reproches du premier volet, c'est que le jeu était systématiquement au couloir et que tu n'avais qu'un chemin à arpenter. Et dès les premières heures de jeu, j'ai ressenti ce côté couloir. Je sais pas qu'est-ce qu'il en est pour toi. Sur ce point-là, je ne pourrais carrément pas te contredire parce qu'effectivement, avant même que le jeu sorte, c'était déjà une de mes plus grosses craintes vis-à-vis de ce qu'ils avaient montré en termes de trailer, de micro-séquences de gameplay et tout. C'est que le jeu, justement, s'organise un petit peu à la FF13, ce que je ne voulais vraiment pas, quoi. Et au final, c'est exactement ça. Donc, on a un jeu qui est extrêmement linéaire et qui, du coup, au passage, est assez répétitif. Donc on va alterner des séquences de baston avec des séquences de dialogue, des cutscenes, des cinématiques, et ça durant pratiquement tout le jeu. Donc encore une fois, un petit peu à la FF13, même si c'est dans une moindre mesure, on va avoir des micro-hubs dans lesquels on pourra se balader, mais ça reste globalement assez anecdotique. Et ça fait partie, pour ma part, d'un des plus gros griefs que j'ai à l'encontre du jeu. C'est cette fausse liberté que le jeu te présente, avec justement une cinématique d'introduction qui te montre la ville qui est magnifique de jour, ce qui en plus est très rare. Et tu n'as qu'une envie, c'est de te balader dedans. Et au final, tu n'as juste accès qu'à quelques ruelles. Et c'est dommage, quoi, parce que t'as vraiment envie de te balader dans cet univers qui a l'air incroyablement riche et foisonnant. Et on te laisse pas faire. Même en dehors de la ville, je sais pas si tu te rappelles du moment, alors mini spoil, on va récupérer Iris. Et à un moment donné, on se balade sur les toits du secteur 5, je crois. Oui. Et elle nous dit j'aimerais bien voir ce qui se passe à l'extérieur. Et je me suis dit, est-ce là une introduction? Non, parce que je crois que FF7 c'est en plusieurs parties. Est-ce qu'on va voir autre chose que Midgard?
Et pas du tout. Et le peu qu'on voit, pour moi, on voit rien de Midgar. On voit le secteur 7, le secteur 5, et c'est tout en fait. Et peut-être les plateaux supérieurs. Mais, On voit Wall Market. Ouais, on voit Wall Market aussi, mais c'est pas fou. C'est pas fou. Parce que Final Fantasy XV, certes, c'était un gros monde ouvert où il n'y avait pas beaucoup de vivants, mais au moins tu étais libre. Franchement, c'était un Breath of the Wild, dans Assassin's Creed, tout ce que tu veux, ou le Death Stranding, voilà, c'était comme le Death Stranding que tu as fait. C'est-à-dire que le monde autour de toi n'est pas très très vivant, mais au moins tu as la liberté de te mouvoir comme tu veux. Ensuite, autre question pour toi. Niveau gameplay, on va dire, est-ce que tu t'es senti à l'aise? Parce que moi j'ai trouvé que les commandes, et c'était archi compliqué pour pas grand chose. Ah ouais, non, moi, le gameplay, je pense que c'est un des points sur lequel je le trouve pratiquement parfait. Après, je ne sais pas si éventuellement tu as joué à Kingdom Hearts ou à Crisis Core. Kingdom Hearts, ouais, je les ai tous faits. Parce que du coup, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'éléments. Bon, il faut savoir, le directeur du jeu, c'est Tetsuya Nomura. Ouais. Donc le mec qui a fait justement tous les Kingdom Hearts. Et il y a pas mal d'ADN Kingdom Hearts qui se retrouvent dans le jeu, à mon sens. Et le système de combat en fait partie. Et pour moi, je pense que le système de baston, c'est un mix, grosso modo, entre Crisis Core et Kingdom Hearts. Donc Crisis Core, pour le côté très terre-à-terre, et Kingdom Hearts, pour le côté quand même très dynamique, et où il se passe plein de trucs à l'écran. Oui, ça je suis d'accord. Le gameplay, à proprement parler, il est nickel. Un poil répétitif en matière de combo. C'est pas fou. C'est pas fou, même dans FF15, suivant la direction que tu emploies pour ton joystick, le mec va faire des combos différents. Mais ça, je l'ai pas vu, mais c'était plus par rapport aux commandes qui s'affichent, genre quand tu veux lancer un sort, il faut que tu appuies sur X, donc il y a l'écran qui fait ton jeu qui se ralentit un petit peu le temps que tu sélectionnes tes commandes, ce genre de choses. Les raccourcis qui étaient pas... Enfin, moi, j'ai trouvé que les commandes n'étaient pas intuitives, n'étaient pas simples. Justement, tu me parles de Kingdom. Kingdom, lorsque tu sélectionnes tes raccourcis, t'as pas de notion de ralentissement de tes personnages. Tout se fait quasiment en temps réel, tu vois. On n'est pas obligé de ralentir l'action pour que tu puisses comprendre ce que tu es en train de faire. Je sais pas si tu vois ce dont je parle un peu. Alors, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais pour le coup là, je suis pas entièrement d'accord. Parce que alors, je trouve que les raccourcis ils marchent très bien. Moi, le seul regret que j'ai, c'est qu'il n'y en ait pas plus. J'aurais aimé qu'il y ait un raccourci sur L1 et sur L2. Oui. Pour avoir 8 commandes en raccourci plutôt que 4, parce que 4 sur la fin du jeu, c'est pas assez, je trouve. Ben, tu vois, tu es obligé d'appuyer sur X pour explorer toutes tes possibilités, toutes tes commandes. Ouais, à certains moments, tu es obligé. Alors après, c'est pas forcément... je trouve pas que ça soit compliqué, mais ça défluidifie certains trucs. Alors après, par contre, au contraire, j'ai bien aimé justement le côté ralentissement du temps pour pouvoir gérer tes coéquipiers et leur donner des ordres efficacement. Parce que sinon, l'autre micro-reproche que j'avais à faire au jeu, c'est justement par rapport au comportement de tes compagnons. Sauf que le reproche en question, c'est plus un reproche par rapport au parti pris du jeu lui-même. Parce que moi, j'aurais bien aimé que les mecs soient un petit peu plus indépendants que ce qu'ils sont. Parce que là, dans les faits, en fait, quand vous ne contrôlez pas un personnage, la seule chose qu'il fera, c'est un coup de temps en temps frapper, et la presque grande majorité du temps, se protéger. Et sachant que pour pouvoir faire n'importe quelle action autre que frapper, donc lancer un sort, ou utiliser une compétence, ou utiliser un objet, il faut remplir une jauge d'ATB. Il y a maximum 2 jauges par personnage, et donc pour remplir cette jauge, il faut attaquer. Donc si les mecs passent leur temps en parade, elles ne montent pas, quoi. Du coup, en fait, le jeu t'oblige à switcher constamment de perso pour justement pouvoir la faire monter. C'est peut-être ça aussi qui t'a dérangé, non? Ouais, du coup, je me posais la question, mais t'es en train de dire qu'en fait, que jusqu'à la fin du jeu, on a que 2 barres. Cette barre, ouais. On n'a pas de segments, genre 3-4 segments. Non. La seule façon d'avoir plus de segments, normalement, c'est une matéria que tu as déjà récupérée, c'est la matéria Vision que Iris a. C'est une transcendance que tu peux utiliser, et quand tu la lances, au lieu d'avoir 2 barres, t'en as 3. Et c'était le seul moyen, quoi. Si ça m'a fait un peu bizarre, je pensais qu'il l'augmenterait, mais en fait, la difficulté du jeu est faite en sorte pour qu'en fait, si t'en avais trop, tu défoncerais tout. Déjà que les trash mobs en normal, ils sont maraves. T'as quelques pics de difficulté, mais ils sont pas ouf. Il y a que les boss que si tu les prends mal, tu peux avoir des problèmes. Et si t'avais toujours ATB, les mecs, tu les fracasses, laisse tomber, quoi. Mais surtout qu'en fait, c'est peut-être moi qui suis nul, mais je passe la moitié du temps du jeu à me soigner en combat, et 2 barres ATB, c'est très peu quand tu passes ton temps à te soigner. Donc c'est pour ça que je pensais qu'il y aurait plus que 2, tu vois. Mais attends, déjà j'aimerais bien revenir sur la partie des raccourcis, puisque moi,
le fait que tu me dises ça aurait été sympa qu'il y ait 2 touches L1 et R1 pour les raccourcis, je suis totalement d'accord, puisque bon, tu m'as dit que tu n'as pas encore testé FF15, mais genre dans FF15, tu as 3 autres acolytes avec toi, et genre tu as R1 pour tes raccourcis pour ton personnage principal, et genre lorsque tu veux effectuer une action avec tes coéquipiers, tu as la touche L1, et justement tu as une notion de presque barre à ATB qui se remplit, et tu fais L1 plus la touche directionnelle qui correspond à ton partenaire, et ça déclenche une action quelconque. Et même en matière d'autonomie, je trouve que l'IA est un peu plus propre sur FF15 que sur FF7 pour le coup. Ouais, mais ça, pour le coup, l'autonomie de l'IA, je pense que ça vient vraiment du fait que déjà dans FF15, quand ils ont sorti le jeu, tu pouvais pas switcher de personnage. T'étais bloqué avec Noctis. Ouais, c'est vrai. Tes potes, il fallait forcément qu'ils sachent se battre, sinon tu pouvais pas avancer. Alors que là, vu que le jeu t'oblige à changer de perso, bah ils sont pas sentis dans le besoin d'avoir des IA qui étaient ouf, quoi. Vu que c'est toi qui es censé jouer. Mais tu sais, le truc qui m'a choqué, genre Barrett, tu sais, quand tu es dans une zone où tu dois taper des tourelles donc à distance, et le mec s'amuse à taper le monstre au corps à corps, effectivement, t'es obligé de switcher pour t'occuper des tourelles. Ouais, non, mais les mecs, ils ont vraiment pensé pour que, à chaque, enfin, j'exagère, mais t'as plein de situations où il faut vraiment que tu joues avec un personnage, et il faut que tu joues avec, quoi. Faut pas que tu laisses l'IA le faire, parce que sinon, bah, tu vas perdre du temps, tu vas prendre des dégâts bêtement, etc., quoi. Donc, je peux comprendre que ce soit un parti pris qui gêne, parce que je trouve qu'effectivement, à peu de choses près, il n'est pas suffisamment optimisé. Et du coup, à des moments, c'est un petit peu frustrant. Mais dans les faits, je trouve vraiment que le travail qu'ils ont fait sur le système de baston de FF7 Remake est vraiment très bon. Et voilà, donc si tu veux encore... Non, je pense qu'on a fait le tour, sinon on va tomber dans la redite. Alors, j'aurais juste un autre truc à dire par rapport à ça, c'est... Vas-y. L'autre élément sur lequel je trouve qu'ils ont vraiment géré, c'est réussir à rendre chaque personnage unique dans sa façon de jouer. Je sais pas si tu as ressenti un minimum, mais entre jouer Barrett, Cloud ou Tifa, et même Iris, c'est vraiment pas du tout la même façon d'aborder les combats. T'as vraiment un ressenti très propre à chaque perso, et je trouvais que c'était vraiment bien géré, quoi. Oui, alors je l'ai ressenti, on va dire que oui et non, puisque étant familiarisé avec FF15, du coup j'avais déjà un petit peu l'habitude. Ouais. Mais c'est surtout par rapport à la barre de choc par exemple, effectivement ouais. Pour ma part j'aurais tendance à jouer Tifa pour augmenter cette barre de choc. Ouais, bah, elle est parfaite pour ça. Et donc effectivement tu as chacun des personnages qui ont cette petite spécificité qui font que tu abordes le gameplay différemment en fonction... C'est ça. Tout à fait. Pour chaque situation, tu prends un personnage pour réussir à arriver à un stade, et après tu switches pour avoir l'effet positif de ce personnage, et ainsi de suite, quoi. L'articulation du gameplay se fait autour de tes personnages et plus autour des mobs, puisque quand tu regardes bien les mobs, il n'y a pas vraiment 36 000 façons de les aborder. C'est peut-être le côté un peu dommage, je dirais. Bah du coup, en fait, la façon qui diffère pour aborder les mobs, en fait, ça va être la préparation des matérias. Ce sera après pour les trash mobs, c'est pas indispensable, mais sur les boss, si tu n'exploites jamais leurs faiblesses élémentaires ou ce genre de choses, tu vas avoir beaucoup de mal. Et ça aussi, je trouvais que c'était plutôt cool. C'est bon, autant les combats de manière générale sont chouettes, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié les combats de boss. Bon, déjà par rapport à la mise en scène, qui est souvent assez impressionnante. Scènes qui interviennent au fur et à mesure en fonction des dégâts que tu lui as fait et tout. Et le fait aussi qu'ils ont chacun un style propre de combat. Tu recroises rarement deux boss qui se ressemblent en termes de patterns et ce genre de choses. Ouais, il y a un minimum de travail. Mais après, bon, moi, perso, niveau boss, je suis resté un petit peu sur ma faim. Puisque, genre, tu peux clairement les bourrer. Je vais pas te mentir, moi, je joue quasiment avec les mêmes matérias, où j'essaie de dispatcher les matérias entre mes personnages, et je bourrine assez violemment, et pour l'instant ça passe. Après c'est peut-être le niveau des difficultés qui fait ça, je joue normal pour l'instant. Peut-être qu'en refaisant le jeu dans une difficulté supérieure, il y aura un intérêt peut-être à jouer comme tu me dis. Bon, pour le coup, moi j'ai quand même utilisé les associations élémentaires et ce genre de choses, donc j'ai profité des faiblesses des boss et ça passait. Par contre, j'ai commencé aussi le jeu en New Game Plus en hard. Et là, ouais, les choses se compliquent de ouf par contre. D'accord. Ouais. Parce que déjà, en fait, t'as un truc tout bête et qui complique vraiment les choses. C'est qu'ils t'interdisent l'utilisation des objets. Bête, tout simplement. In-game. In-game, ouais. À plus aucun moment de toute l'aventure, tu ne peux utiliser d'objets. Et l'autre truc qui complique encore plus les choses, c'est que maintenant, les bancs où tu te reposes et les fois où tu dors, tu ne récupères plus ta mana.
tu récupères que tes PV. Ah ouais, d'accord. Ouais, en fait, on t'handicape, quoi. C'est ça. C'est pas réellement une difficulté élevée, c'est plus un handicap. D'accord. Bah, les boss, enfin, le jeu de manière générale est plus dur parce que les monstres sont beaucoup plus forts. Le truc, c'est que c'est un petit peu pénalisant parce que t'as l'impression que c'est juste rajouter de la difficulté pour la difficulté. Mais après, t'as aussi une espèce d'obligation tactique et stratégique une fois que ça arrive, qui est assez intéressante. Parce que du coup, vu que tu ne peux plus compter sur tes objets, il faut vraiment que tu optimises chaque personnage pour qu'il ait un rôle vraiment spécifique. Et il faut absolument que tu gères ta mana, en fait. Vu que c'est plus ou moins ton seul moyen de te soigner. Ouais. Si par exemple, tu te retrouves à avoir ton healer et ton mec qui a résurrection qui est mort, bah t'es grave en pétrin, quoi. Du coup, tu as dit un mot qui me plaît bien, mise en scène. Qu'est-ce que tu as pensé de la mise en scène, on va dire, déjà dans le scénario? Parce qu'on sait déjà que tu as apprécié celle au niveau des combats, mais dans le scénario. Parce que me concernant, j'ai trouvé que c'était un peu mou. Les personnages, j'ai vécu ça très bizarrement. Les personnages sont, comme je le disais, caricaturaux, mais ça marche en fait. Ils sont attachants, ils sont stylés, ils sont tout ce que tu veux. Mais je trouvais que visuellement, ce que me montrait, c'était pas impactant, sans toucher l'une, sans faire bouger l'autre, tu vois. Alors, je peux comprendre ce que tu veux dire, sachant qu'en plus, il me semble que tu es arrivé à un passage où normalement, ça devait être assez intense et épique. Et ça a été potentiellement un petit peu désamorcé, la dernière séquence que tu as faite. Ouais, totalement. J'ai pas mal de choses à dire par rapport à ça. Dans l'absolu, la mise en scène, je la trouve plutôt cool, mais c'est pas forcément la mise en scène que je trouve qui pêche, moi, en fait. C'est l'écriture à certains moments. C'est l'écriture et la façon de présenter certains personnages. Alors déjà, un truc tout con, mais pratiquement tous les antagonistes, donc pratiquement tous les mecs de la Shinra, c'est des caricatures sur pattes. C'est un truc d'une violence assez impressionnante. Oui. Et le fait en fait, j'arrive pas à savoir si c'est un parti pris, mais genre pris à 2000%, ou est-ce que c'est de la maladresse. Je sais pas, moi j'ai vécu ça comme une série B ou une sitcom, tu sais, genre Friends. Ouais, voilà, non, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, et moi c'est ce qui m'a dérangé, c'est que t'as une espèce d'impression de série B, comme tu dis, vu qu'on présente des personnages en fait qui sont extrêmement hauts en couleur et des fois un petit peu trop hauts en couleur par rapport à ce qui se passe. Genre ouais, typiquement Barrett, les premières heures de jeu, je me suis dit mais ce mec, il sait quoi au théâtre, c'est... Ouais, alors pour le coup, je me permets de te couper, mais aussi étrange ça puisse paraître, Barrett, c'est mon plus gros coup de cœur du jeu, pour une raison toute simple, c'est que le comportement que je décris là, il l'avait déjà dans l'original. D'accord. Et dans l'original, c'était le personnage que j'aimais le moins. Parce que justement, t'avais l'impression que c'était juste du grand guignolesque. En plus, vu qu'à l'époque, techniquement, tu vois, bon, c'était impressionnant pour l'époque, mais t'avais quand même un truc assez marrant. Et Barrett, c'était une petite tête sur un espèce d'énorme tronc et des bras à la Popeye. Et il passait son temps à gesticuler dans tous les sens, à brailler, et il m'énervait. Et alors le fait est que c'est pas mal retranscrit ici, mais je pense que le fait déjà qu'il soit doublé, et le fait aussi qu'il ait quand même beaucoup plus le moyen de s'exprimer via des dialogues, parce que je trouve que c'est un des persos qui a le plus de dialogues parmi les héros. Ah oui, clairement. Ouais. Et j'aime bien ce qu'il raconte, tu vois. Et du coup, en fait, il m'a profondément touché, le bonhomme. Il est pas inintéressant, parce que c'est vrai que lorsqu'il gesticule, moi je trouve ça très théâtral. Après, t'as des moments où il est plus posé, où tu te rends compte que le mec, c'est un mec cultivé, il sait de quoi il parle. Et tu comprends pourquoi c'est le chef de l'Avalanche. Mais t'as l'impression que si Barrett est là, par exemple, vous êtes à 3, il y a Barrett, Cloud et Tifa, vu que Tifa elle passe son temps à dire je suis pas trop d'accord avec ce que vous faites, et Cloud fait c'est sûr qu'effectivement ce sera un jeu très silencieux, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, je voulais dire un autre truc que j'ai perdu le fil. Ah oui, si c'est bon. Pour le côté très caricatural de Barrett, alors moi personnellement, je ne l'ai pas forcément vécu comme ça. Mais j'ai entendu pas mal de monde qui ont vécu au Japon, qui connaissent la culture japonaise, et qui te disent, en fait, le personnage de Barrett, c'est une caricature de la manière dont les Japonais
voient les blacks. D'accord, ok. Ouais, bon, heureusement, il y a quelques exceptions pour ceux qui veulent se cultiver. Il y a Black Lagoon, en un noir, très badass. Voilà, pour le coup, ouais, c'est clair, lui, c'est pas le mec qui gesticule et qui passe son temps à dire des conneries, ça. Exactement, on a le petit afro samouraï là aussi qui nous fait du bien. Donc rassurez-vous, il n'y a pas que des caricatures. Mais en tout cas, je sais que le personnage de Barrett, je l'ai bien apprécié, en tout cas beaucoup plus que dans la version originale. Niveau personnage préféré, je dirais Iris. Bon, elle dégage un peu trop de positivité à mon sens. Mais, mais c'est un personnage qui est intéressant, c'est-à-dire que bon, là où tu as un Cloud qui parle pas beaucoup, tu as une Iris qui passe son temps à s'apitoyer. En fait, c'est l'un des personnages... Tifa, pardon. Iris, c'est l'un des rares personnages qui disent ce qu'elle pense au moment où elle le pense, tu vois. Moi, j'aime bien ce type de personnage. Je suis d'accord, c'est le personnage solaire par excellence, quoi. Ouais, exact. Le seul reproche que j'ai pu faire, moi, quand j'ai fait le jeu par rapport à ça, c'est-à-dire je suis pas entièrement d'accord avec toi sur le fait que Tifa soit un personnage complètement dépressif. Il y a de ça. Beaucoup. Mais il y a un truc qui m'avait un petit peu dérangé en fait par rapport à Iris, c'est que donc déjà dans l'original, c'était justement le porteur d'optimisme, d'espoir, le personnage solaire. Ouais. Donc on le retrouve ici, c'est cool, mais je trouve qu'elle est un petit peu atténuée par le fait que de manière générale, tout le monde est de bonne humeur. Oui. Exprès. C'est vrai, c'est vrai. Et que même si c'est un petit peu la merde dans ce qui se passe, tout le monde est content. Et là, je fais en partie référence aux 3 acolytes de Barrett, les 3 membres d'Avalanche, qui sont tout le temps en train d'avoir la pêche et de faire la fête à moitié. Et du coup, je trouve que ça atténue un petit peu justement cet aspect de la personnalité d'Iris, qui était de vraiment de positiver, de donner de l'espoir quand t'es avec elle, quoi. Tu vois, c'est vraiment l'un des trucs qui m'a un petit peu rendu réticent vis-à-vis de rentrer dans l'histoire du jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réelles conséquences. Enfin, si, il y en a, tu me diras, mais... Non, mais je suis d'accord avec toi. Surtout, en plus, t'as pas fait l'original. Mais c'est un autre point sur lequel je suis un petit peu déçu par le jeu. C'est qu'il est beaucoup moins dramatique, et dans sa mise en scène, et dans ses éléments, et dans ses conclusions. Et il se permet même d'amoindrir l'impact de certains éléments qu'il y avait auparavant. Donc je ne spoilerai pas maintenant, mais je suis d'accord avec toi. Par rapport aux enjeux qu'on te fait miroiter, ça pêche un peu, quoi. Avant de passer à la partie spoil que tu voulais qu'on aborde, puisqu'on est déjà à 30 minutes de record, un autre point positif que j'ai bien aimé, c'est les chimères. Parce que, tu vois, on parlait de Final Fantasy X, et sauf erreur de ma part, dans celui-ci, même dans le 9 en plus, non, même pas dans le 9, clairement dans le 10, quand tu invoquais une chimère, tu avais la main sur la chimère et tu pouvais décider de ses attaques, mais il n'y avait pas d'aspect autonome. Alors que dans le FF7, là, tu peux plus ou moins leur demander de faire des trucs quand ta jauge ATB est pleine, mais la plupart du temps, ils sont totalement autonomes. Ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est tout bête, mais pour moi, ce sont des bêtes mythiques. Tu n'as pas forcément à avoir la main. Donc, c'est plus une conception qu'autre chose. Parce que non, ça, je suis d'accord. J'ai bien aimé aussi ce qu'ils ont fait par rapport aux invoques d'enjeu, et comme tu dis, le fait qu'elles se battent à tes côtés, en fait. Un petit peu là, comme à FF12. Où il me semble dans le 12 elles étaient complètement autonomes, alors tu les commandais directement, je sais plus. Bref. Le fait qu'elles se battent avec toi et que tu puisses leur donner les ordres, c'est plutôt chouette. Alors moi, le seul petit bémol que j'ai à faire par rapport aux invoques, c'est plus d'un point de vue du lore, en fait. C'est la manière dont on les obtient qui, je trouve, est arcade. Quoi. Le fait que tu les obtiennes en quête, en les affrontant dans des espèces de simili versions virtuelles, je trouvais que ça enlevait justement beaucoup du côté extrêmement légendaire et créature mythique du bordel. Ouais, pas ça. Sachant que je spoil un petit peu, mais c'est rien de dramatique. On nous explique quand même à un moment qu'en fait les invocations, ou les chimères, c'est les matérias générés par le peuple des anciens. Les anciens étaient capables de faire des matérias, et les matérias qui faisaient créer les invocations. Et du coup, faut les obtenir de cette manière-là. Je trouve ça un peu cheapos. Je pense, à moins qu'on nous dise à la fin du jeu que le mec qui nous procure les matérias et un lien avec les anciens, ça pourrait peut-être justifier ce choix. Peut-être. Ouais, mais j'y crois pas trop. Bon, enfin, c'est
c'est plus du pinaillage, quoi. Ouais, ouais. Non, moi je suis d'accord, tu as le droit de pinailler, t'as acheté ton jeu. Moi dans FF15, moi je vais pas te mentir, les chimères c'est ce que j'ai grave kiffé dans ce jeu là parce que c'est un système où genre tu les obtiens au fil de l'histoire, donc c'est justifié en fait, t'arrives à un moment où t'es dans une impasse où tu as quelqu'un qui te dit tiens t'as telle entité avec telle puissance, tu peux l'obtenir de telle manière, t'as une épreuve à passer. Et une fois que t'es in-game en fait, tu peux les invoquer que sous condition. Genre, tu as tant de personnages qui ont été mis KO durant la partie, tu peux l'invoquer. Il arrive, il fait une attaque dévastatrice et il s'en va. Donc, tu as juste à apporter une petite aide. Et moi, c'est comme ça que je vois, en fait, les chimères dans Final Fantasy. Mais je pense que c'est un autre sujet parce que tout le monde aura sa vision de la chimère sur une licence pareille. Juste pour rester un petit peu là-dessus, parce que je savais qu'effectivement, dans FF15, les invoques n'apparaissaient qu'à des moments bien précis. Est-ce que justement c'est pas gênant de ne pouvoir compter dessus que dans des moments très particuliers? Est-ce que t'as pas une espèce de petit manque entre guillemets? Non, si on revient sur FF15, déjà les personnages sont relativement complémentaires, t'as des attaques over puissants pour gérer. Noctis, tu vois dans Kingdom lorsque Sora utilise l'Ultimate Keyblade et qu'il a plein de Keyblade autour de lui. Ouais. Noctis c'est un système de combat comme celui-ci, donc tu vois t'es pas non plus abandonné dans la nature en mode petite chose fragile. Et, oui. Et une fois que tu connais les conditions, tu peux limite les provoquer pour invoquer telle ou telle chimère. Mais moi je trouve que c'est plus intéressant en fait. D'accord. Mais dis-moi, enfin là, tu voulais qu'on aborde la partie spoil, du coup, c'était quoi les points que tu voulais aborder sur cette partie-là? Alors du coup par rapport à cette partie-là, ça va être en partie les éléments que tu as vécu dernièrement, donc justement par rapport à tentative de protection du plateau et donc l'effondrement du plateau sur Midgar. Ouais. Et les conséquences de cette chute? Oui, sans aucun avertissement, zéro transition. Vous pouvez m'appeler Didier Transition. Cependant, la balle est dans votre camp. Si vous voulez la suite, il faudra voter dans ce petit sondage qui apparaît en haut à droite et me dire si vous voulez la suite ou pas. Je vous rappelle que la balle est dans votre camp. Donc j'attends les résultats et d'ici à la prochaine fois, portez-vous bien. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.